Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un cours sur de la thermique du bâtiment. Donc au sommaire, on va voir pourquoi isoler, notamment le lien avec le réchauffement climatique, les origines des différentes déperditions donc, dans une maison, et ensuite on verra comment diminuer ces émissions de CO2 qui sont dues notamment au chauffage comme nous allons le voir. Donc vous le savez certainement, en fait nos émissions de CO2 donc, depuis la fin du 19e siècle ont entraîné une hausse très importante des températures. Donc ici, comme sur le graphique, on peut voir quand donc ça date de 2019, on était à plus 1,1 degré par rapport à la fin du 19e. Et bon, c'est un scénario qui va amener des hausses encore plus importantes dans le futur. Donc c'est important bien sûr de diminuer ces émissions de CO2 pour éviter justement cet effet de serre et ce réchauffement climatique. On peut regarder du coup pour diminuer ces émissions de CO2, on va regarder bien sûr les sources. Alors là, il s'agit des émissions pour un Français en moyenne. Alors on trouve différents chiffres. Le chiffre qu'on retrouve assez souvent est de 12 tonnes. Donc c'est 12 tonnes d'équivalent CO2 par personne. Alors on parle d'équivalent CO2 puisqu'en fait on va dégager d'autres gaz à effet de serre comme le méthane par exemple. Mais on convertit tout en équivalent CO2. Et donc on émet en moyenne par an et par Français 12 tonnes. Si on regarde un petit peu la répartition, on voit qu'on a en premier les transports, le logement, les biens de consommation, l'alimentation, et enfin les services publics, la santé, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, aujourd'hui, ça va être plutôt le logement. On voit qu'on est à 22% sur ces 12 tonnes-là, donc c'est pas négligeable. Et dans le logement, on a notamment les énergies, donc le gaz, l'électricité, les produits pétroliers, par exemple pour le fioul, qui représentent 1696 kg, qu'on peut voir ici sur la droite. On a 12 tonnes actuellement. L'objectif final d'ici 2050, c'est 2 tonnes. Alors 2 tonnes, c'est un chiffre qui fait parfois débat, mais ça permet de bien se représenter un petit peu l'effort qu'il va falloir fournir. Donc c'est divisé par 6, si on prend 12 tonnes, donc nos émissions de CO2. En résumé, on va dire qu'il faut diviser à peu près par 5 nos émissions de CO2 d'ici 2050 pour limiter la hausse de la température à 2 degrés, puisqu'on a vu qu'on était pour l'instant à 1,1 degré. Voilà, on passe aux déperditions de chaleur. Donc ici on a le schéma d'une maison. On voit en fait les différentes sources de déperdition. Donc je vous rappelle ici le logement, au niveau de l'énergie c'est 1700 kg de CO2. Parmi ces 1700 kg, on a 80% à peu près qui est dû au chauffage uniquement. Donc c'est-à-dire que on émet à peu près 1400 kg de CO2 par Français et par an seulement pour le chauffage. On a vu qu'il fallait diviser nos émissions par 5, donc si on applique ce raisonnement-là au chauffage, il va falloir qu'on arrive à 350 kg de CO2 par an et par Français. Si on regarde le schéma à droite, on voit une répartition un petit peu des émissions moyennes au niveau d'une maison. Donc on va avoir d'abord par la toiture à peu près 300 kg, et de manière analogue, on va avoir l'air neuf et les fuites. Donc quand on parle d'air neuf, on parle notamment de VMC. Ventilation mécanique contrôlée, et on va voir également des déperditions au niveau des murs. Voilà. Et après, d'une manière un petit peu moindre, on va avoir des déperditions au niveau des fenêtres, plancher bas et pont thermique. Donc maintenant, il y a plusieurs façons en fait, de diviser par 5 ces émissions. Donc on va les voir une à une. Il faut savoir que bien souvent, il va falloir les cumuler. En fait, on parle alors de rénovation globale, et on a quelques solutions. La première solution, ça va être de changer le moyen de chauffage, comme on va le voir, d'isoler le logement, ou encore de changer le mode de ventilation. Donc, au niveau du moyen de chauffage, on voit ici donc, un comparatif qui est issu de Carbone 4, qui est un bureau d'études. Et on voit notamment, donc j'ai fait simplement le calcul, en partant d'une chaudière à gaz, en la changeant par une pompe à chaleur, voilà, on divise déjà par à peu près 5 les émissions de chauffage. Après, vous voyez, il y a d'autres moyens de chauffage qui permettent de diminuer encore plus ces émissions, notamment les chaudières bois. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser principalement ici, dans ce cours sur la thermique, ça va être l'isolation du logement. Donc dans ce cours-là, on ne va pas faire de calcul, on va simplement voir comment en fait, isoler un logement, et on va revenir sur un petit peu les différentes parois et les différentes méthodes d'isolation qu'on va pouvoir utiliser. Donc déjà, on va parler un petit peu des isolants. On a plusieurs conditionnements. Donc au niveau des conditionnements,
plus ou moins il faut comprendre manière de stocker. On va avoir des conditionnements en rouleau. On peut aussi avoir du conditionnement en panneau, donc par exemple pour le polystyrène, et aussi du conditionnement en vrac. Ici on a un exemple avec de la ouate de cellulose, donc ça permet en fait d'être soufflé, voilà, notamment dans les combles. Donc après on va avoir la fibre de bois, de la laine de chambre, voilà, du polystyrène, etc. Maintenant on va voir pourquoi isoler. Donc ici à gauche j'ai représenté un mur en parpaing. Voilà. Donc, on a les parpaings qui sont empilés ici. On a l'intérieur qui est à gauche, là, qui est représenté par ce dégradé orange, et là l'extérieur. Donc on est en hiver, il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est un flux, d'accord, à travers la paroi. Donc en fait, c'est une perte de chaleur. Lorsqu'on va isoler, ce qu'on va faire, c'est diminuer ce flux, d'accord, diminuer cette perte de chaleur qui passe à travers le mur. Donc en fait, le mur, lui, va être plus résistant au passage de la chaleur. On peut également regarder les valeurs de résistance thermique. Ce sont des valeurs qu'on apprendra plus tard à calculer. Ici, pour un mur en parpaing, en fait, la résistance thermique, si on regarde la documentation fournisseur, c'est à peu près voilà, 0,36 m² Kelvin par watt. En ajoutant de l'isolant, notre paroi, maintenant, a une résistance de 2,76 m² Kelvin par watt. Donc tout ça, on verra bien sûr comment le calculer. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que simplement en ajoutant 10 cm de laine de verre, on a divisé notre flux, ici, par 7,6. Donc si on a divisé notre flux, en fait, ça veut dire qu'on a divisé nos émissions aussi de CO2. Donc je reviens ici, donc là on a vu un cas, en tout cas théorique pour les murs. Maintenant on va voir un petit peu en pratique comment on fait, et on va passer sur chaque poste qu'on voit sur ce schéma, puis on va voir technologiquement comment on fait dans la réalité pour... Donc on commence par un mur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà qu'il y a deux grands types d'isolation. On va avoir l'isolation par l'intérieur, comme on le voit ici sur la photo de gauche. On va mettre l'isolant, comme son nom l'indique, à l'intérieur du bâtiment, et l'isolation par l'extérieur. On voit ici quelqu'un qui vient poser justement cet isolant. On va voir comment ça se pose à l'extérieur du bâtiment. Donc ça, c'est les deux grandes familles pour isoler un mur. L'isolation par l'intérieur, il y a plusieurs manières de le faire. On va dire la plus commune, celle qu'on rencontre le plus sur chantier, ça va être du doublage. Donc du doublage, c'est de l'isolant qui vient sur un mur porteur. Ça va être un doublage qui va se faire avec une structure métallique. Donc en gros, au niveau des étapes, on va déjà réaliser la structure métallique. D'accord? Donc en fait, on va avoir des montants et des rails. Cette structure, elle est assemblée soit avec une pince à sertir, soit avec des vis particulières, des vis autoforeuses. Et on vient ici, juste après le montage de la structure, faire passer nos réseaux, puisqu'on va avoir besoin, bien sûr, d'électricité. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de poser l'isolant. Donc ici, on voit entre chaque montant, on vient poser ici donc des rouleaux de laine de verre. Et une fois qu'on a fait passer nos réseaux et qu'on a posé notre isolant, eh bien, on vient simplement recouvrir en fait donc avec des plaques de plâtre. Donc ça peut être du BA13 par exemple, mais ça peut être autre chose. Et on vient visser ces plaques de plâtre sur la structure métallique. Voilà. Et après il restera les finitions, donc tout ce qui est joint, bien sûr, ponçage, etc. Et puis peinture à la fin. D'accord ? Mais on va dire que grosso modo, c'est un petit peu les grandes étapes pour isoler par l'intérieur. Voilà. On a une deuxième façon, ça va être, donc qui est un peu plus rare, qui va être du doublage collé. Donc ça, au niveau, on va gagner bien sûr du temps au niveau de la main d'œuvre. Le gros problème, par contre, c'est pour pouvoir faire passer les réseaux. Parce qu'on va voir, donc là, on ne les fait pas passer ici. Mais si on imaginait qu'on faisait passer une gaine, par exemple, électrique, voilà, on va plutôt les faire venir en plafond ou en dalle, plutôt que faire des traversées horizontales dans l'isolant, où ça demanderait peut-être des saignées. Donc généralement, on vient plutôt passer en dalle, ici, les réseaux. Oui, et au passage, on utilise donc des plots, donc c'est ce qu'on voit ici, hein, des plots de colle, donc on a donc en l'occurrence du mortier adhésif ici, donc où on peut aussi appeler ça colle map, qu'on vient mettre sur le panneau et qu'on vient mettre ensuite, enfin qu'on vient coller au mur. La deuxième grande famille, c'est l'isolation par l'extérieur. Donc on peut faire ça avec, donc à l'aide de panneaux, qu'on voit ici, ou ça peut aussi également être à l'aide de rouleaux. Dans les deux cas, on a une fixation mur extérieur qui se fait ici par chevillage. Donc on a ici une cheville, d'accord, qui est assez longue. Donc en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient percer, puis ensuite on vient frapper la cheville. On appelle ça une cheville à frapper, qui va ici, on le voit, maintenir l'isolant fixé au mur. Donc là, dans les deux cas, que ce soit en rouleau ou en panneau, on a le même système de fixation.
La deuxième étape, ça va être la pose d'un pare-pluie. Donc ça va permettre de protéger l'isolant de la pluie. Une fois qu'on a fait ça, on vient fixer par exemple des lithos, qu'on voit ici. Et puis ensuite, on vient fixer un bardage sur ces lithos, voilà, qu'on vient fixer. Donc il y a différentes manières de fixer. On n'est pas obligé de mettre un bardage en finition, on peut également mettre un enduit, comme on voit ici là. Donc, même principe, on vient ici cheviller, on peut également coller avec un enduit l'isolant, en plus des chevilles. Et puis par-dessus, ce qu'on va faire, en fait, c'est installer un treillis donc en fibre de verre, et on va maroufler en fait. Donc maroufler, ça veut dire qu'on va poser d'abord de l'enduit, et puis après ce treillis, on va venir, vous voyez, appuyer avec ce treillis de fibre de verre, on va l'appuyer sur cet enduit pour qu'il reste collé. Une fois qu'on a ce treillis, on va pouvoir passer ensuite à un enduit de finition. Voilà, donc ça, une autre manière en fait, c'est une autre finition en tout cas possible pour l'isolation pour l'extérieur. Pour les toitures, en gros, on a deux grands cas, c'est l'isolation des combles, donc on va parler de combles perdus, puisqu'en fait, il n'y a pas d'habitation au niveau de ces combles, d'accord, on parle de combles perdus. Donc là, on peut faire ça soit en soufflant en fait un isolant en vrac, donc type ouate de cellulose qu'on voit ici, soit en posant simplement en fait des rouleaux de laine de verre par exemple. Après, on va avoir également un autre type d'isolation, donc c'est l'isolation sous rampant. Donc là, on va venir installer de l'isolant, puis à nouveau, vous voyez, une structure métallique. Donc là, on va avoir des fourrures. Donc c'est des espèces de rails qui permettent en fait de suspendre les plaques de placo à un plafond. On appelle ça des fourrures, avec des suspentes qu'on voit ici qui sont fixées au niveau des chevrons. Voilà. Donc après, il y a d'autres méthodes, mais on va essayer de rester bref sur cette vidéo. Pour les planchers, donc je rappelle, il y a deux grandes familles de planchers. On va avoir le plancher sur terre-plein, donc qu'on voit ici à gauche. Donc c'est simplement, en fait, on va avoir un blocage en pierre ici qu'on appelle également hérisson. Et puis derrière, on va mettre un panneau d'isolant et puis on va couler la dalle donc avec un treillis, donc une armature. Hein. Donc il s'agit de béton armé ici. Et en fait, l'idée c'est que la dalle repose sur le sol. D'accord. La deuxième grande famille, sont les planchers sur vide sanitaire. Pardon. Donc là, on va avoir le plancher qui va reposer sur des poutrelles, elles-mêmes qui vont reposer sur le soubassement. Et en fait, entre ces poutrelles, on va avoir ce qu'on appelle des entrevous ou des ourdis. Et ces ourdis ont la particularité d'être isolants. Par-dessus ça, on va couler une dalle de compression. Donc le premier cas pour un plancher sur terre-plein, mais en fait c'est plutôt simple, hein. On va avoir ce blocage de pierre ou hérisson et puis on va venir poser. Donc auparavant, il me semble qu'il est nécessaire de le compacter et on va ensuite simplement venir poser l'isolant, voilà, avant de couler la dalle en béton. Pour les planchers sur vide sanitaire, on va venir installer ces ourdis ou ces entrevous en fait entre les poutrelles, et en fait comme c'est du polystyrène, mais ils ont une très faible conductivité. On vient poser ces isolants en fait, ces ourdis entre les poutrelles, et ça va conférer à notre plancher en fait une capacité de résistance au transfert thermique et donc d'isolation. On a d'autres techniques ensuite pour les vides sanitaires, donc là c'est plutôt en rénovation. On va venir donc projeter de la mousse, par exemple de la mousse polyuréthane, ou venir ici isoler avec du polystyrène. Alors le polystyrène qui est un petit peu gris comme ça, c'est ce qu'on appelle du polystyrène graphité, il est légèrement plus isolant que le polystyrène blanc qu'on voit d'habitude. Après on peut enfin faire une espèce de surépaisseur sur un plancher existant. Donc là on a une couche ici, donc c'est un film polyane qui permet en fait d'éviter les remontées d'humidité. Ensuite on vient faire une structure en bois. L'isolant ici entre, et puis on vient ensuite finir le plancher, cette surépaisseur, avec des planches d'OSB qu'on voit ici sur la photo. Voilà, c'est un autre exemple. Les vitrages, donc là on va rester bref, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les vitrages. Au niveau des principales informations, ça va être déjà la dénomination des vitrages. Donc on parle souvent de vitrage 4-16-4. Donc ça c'est ce qu'on va voir dans les documentations fournisseurs par exemple. Donc ça veut dire 4 mm de verre, 16 mm de gaz et enfin à nouveau 4 mm de verre. D'accord. Au niveau des gaz, on va avoir donc déjà un gaz qui est statique.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gaz qui est isolant, mais alors on pourrait se dire, mais pourquoi mettre 16 mm et pas mettre 50 cm par exemple, ou 30 cm? Ça serait beaucoup plus isolant, puisqu'on a un gaz isolant. En fait, ça ne marcherait pas du tout, puisqu'en fait, si cette lame d'air ici était beaucoup plus grande, l'air commencerait à rentrer en mouvement, d'accord? Il y aurait des phénomènes qu'on appelle les phénomènes de convection, et là, le gaz ou l'air perdrait totalement en fait, sa propriété isolante. Donc en gaz, on va trouver par exemple de l'argon, du krypton ou du xénon. Ici, on a un exemple avec simple vitrage double et triple. Voilà. Et après, il y a une autre technologie donc, qui s'appelle le warm edge, qui est relativement récente. En fait, si on regarde ici ce schéma en coupe, on voit qu'on a un dessicant, donc c'est quelque chose qui permet en fait d'absorber l'humidité. Et ça va empêcher en fait ces phénomènes de condensation qu'on peut retrouver ici sur le bord des fenêtres souvent. Vous pouvez regarder en fait chez vous, vous regardez ici, donc au niveau de ça s'appelle un intercalaire ça, au niveau de l'intercalaire vous pouvez regarder un petit peu la couleur. Généralement quand il n'y a pas de warm edge, on l'a de couleur alu. Ici et après au warm edge il y a différents coloris, mais il me semble que celui de base est plutôt noir. Voilà pour les vitrages. On va voir maintenant la suite, et notamment la ventilation. Donc on voit que la ventilation c'est quasiment, c'est autant à peu près que les murs ou le toit. Donc c'est quand même un poste de déperdition qui est relativement important. Donc en fait vous avez peut-être remarqué chez vous, vous avez ici soit au niveau des menuiseries, soit au niveau des volets roulants, ce qu'on appelle les entrées d'air. Donc c'est des entrées d'air qui sont qui sont réglées à un certain débit, donc souvent 30 mètres cubes par exemple, ou 60 mètres cubes. Et donc ça va permettre ici de faire rentrer l'air, donc de l'air neuf, d'accord? C'est de l'air qui vient de l'extérieur, de l'air frais, entre guillemets. Donc cet air frais va rentrer dans le logement, et il va être extrait dans des pièces humides, donc cuisine ou salle de bain, d'accord? Ça permet justement d'avoir... en fait l'air petit à petit va se vicier, c'est-à-dire qu'il va prendre par exemple tout ce qui est COV, donc tous les... composés qui sont dégagés par les plastiques qu'on a à l'intérieur, etc. Ça va aussi prendre les odeurs dans la cuisine ou l'humidité dans la salle de bain, et donc cet air-là, il va se vicier, et ensuite on va l'extraire ici par des bouches qui peuvent être autoréglables, hygroréglables, etc. Donc là, je ne rentre pas en détail, on fera certainement une vidéo sur la ventilation. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'il y a un système de ventilation qui est le plus répandu, c'est donc la VMC simple flux, c'est-à-dire simplement on vient faire entrer de l'air et on l'extrait ici dans certaines pièces. Donc ici un schéma qui reprend un petit peu mes explications. Donc on a l'air qui rentre par les entrées d'air et qui va être extrait ici et rejeté en toiture. D'accord. On a une photo ici, donc souvent ça peut s'acheter par kit, c'est-à-dire qu'on va avoir un caisson d'extraction avec un moteur, un ventilateur, des bouches ici d'extraction. Et après, il suffira simplement de venir relier tout ça avec ce qu'on appelle les gaines souples. Et en fait, il y a un très bon moyen pour diminuer ces pertes par ventilation, c'est de passer en centrale double flux, en ventilation double flux. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu différent. L'air ne va plus rentrer du tout par les fenêtres et par les entrées d'air. En fait, l'air, il va être soufflé dans la maison maintenant, l'air neuf. Donc pour cela, on va venir le prendre en toiture, ici, et puis on va le souffler donc, dans les pièces à vivre, séjour, chambre, etc. Là où en fait on avait les entrées d'air pour une VMC simple flux. Et ensuite cet air va être repris dans les pièces humides, comme on le voit ici avec le circuit qui est en rouge. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt en fait? L'intérêt c'est qu'on va récupérer en fait la chaleur de l'air intérieur pour la redonner à l'air qu'on va prendre à l'extérieur. Donc je m'explique un petit peu mieux. On voit ici le schéma d'une centrale double flux. Donc on va suivre un petit peu le chemin. On va avoir de l'air neuf qu'on va prendre par exemple à moins 2 degrés à l'extérieur, d'accord, qui va passer dans un échangeur à plaques, je vais y revenir juste après, et qui va être soufflé à peu près à 15 degrés, puisqu'en fait cet air-là, il va prendre de la chaleur à l'air repris. Donc on souffle de l'air à 15 degrés. Donc vous voyez, au lieu de faire rentrer de l'air à moins 2 degrés dans le logement, on le fait rentrer à 15 degrés. Les entrées d'air, elles, en VMC simple flux, font rentrer de l'air neuf à moins 2 degrés. Donc une fois que l'air est soufflé à plus 15, il va être repris à 20, puisqu'en fait il rentre à 15, mais après on a le chauffage, les radiateurs, etc. Donc ça va réchauffer cet air-là, et puis il va être repris ici à 20 degrés. D'accord ?
Cet air repris à 20 degrés va rentrer dans l'échangeur, il va céder cette fois de la chaleur, ici, au niveau de l'air neuf, et il va être rejeté ici, en fait, à 7 degrés. D'accord? Donc au lieu de rejeter de l'air à 20 degrés à l'extérieur, on va le rejeter plutôt à 7 degrés. Au niveau du fonctionnement, cette boîte grise là qu'on voit ici sur le schéma, c'est un échangeur à plaques. Donc ça ressemble à ça. Si on zoome un peu, on voit en fait qu'on a des flux d'air froid, donc ça va être plutôt l'air qui va rentrer ici là. Pardon, l'air neuf là, ici, il va passer entre des plaques, et l'air repris qui est chaud va passer dans d'autres plaques ici qu'on voit avec un flux perpendiculaire. En fait, ce qui va se passer, c'est que on a des fines plaques en métal qui laissent passer la chaleur ici par conduction. D'accord? Donc en fait, cet air rejeté là, qui est chaud à 20 degrés, il va céder de la chaleur ici à l'air neuf. D'accord? En fait, c'est là qu'on va avoir l'échange de chaleur. Par contre, attention, il n'y a pas de mélange d'air. C'est-à-dire que les deux airs ne se mélangent à aucun moment. C'est simplement de la chaleur qui est transférée de l'un vers l'autre. Voilà, et pour une centrale double flux, on divise les émissions par 5. Donc quand je dis on divise les émissions, c'est également on divise les consommations de chauffage. Voilà, il nous reste une dernière chose à voir, c'est les pompes thermiques. Donc souvent on les fait passer en dernier, ce qui représente quand même relativement moins d'énergie que le reste. On voit ici une photo caméra thermique. Donc c'est souvent très pixelisé, parce qu'on n'a pas de très bonnes résolutions sur ces caméras-là. Et on voit ici des surfaces un peu plus chaudes. Donc c'est une photo qui a été prise en hiver, donc il fait chaud à l'intérieur. Donc si on a des parois chaudes à l'extérieur, c'est pas bon signe généralement. Ça veut dire justement que le flux thermique il passe par ces endroits-là. D'accord? Donc tout ce qui est rouge, c'est tout ce qui n'est pas isolant. Donc on voit notamment qu'on a tout ce qui est vitrage. Ce vitrage c'est bien moins isolant qu'un mur. Hein. Même un vitrage récent, c'est 5 fois moins isolant qu'un mur. Et après on voit ici qu'on a des traits, donc là c'est pas des vitrages, c'est ce qu'on appelle les ponts thermiques, et on le voit que c'est notamment au niveau des planchers. Alors pourquoi au niveau des planchers? Alors il y en a d'autres des ponts thermiques, hein, mais on va prendre celui-là en exemple. Au niveau des planchers, en fait ce qui se passe, c'est qu'on a des ruptures d'isolant. C'est-à-dire qu'on va isoler ici à l'étage par exemple, isoler au rez-de-chaussée, mais là dans la dalle on ne peut pas mettre d'isolant, ici vraiment. D'accord? Donc on va avoir cette partie en béton, et le béton c'est pas du tout isolant, donc en fait la chaleur elle va passer ici. Voilà, et donc on va retrouver cette zone-là en fait. Donc la rive de notre plancher ici. D'accord? Voilà. Donc pour contrer ça, on a ce qu'on appelle les rupteurs de pont thermique. Donc là, ça se fait pas en rénovation, hein, ça se fait vraiment quand on construit. C'est cette chose-là là, qu'on voit ici sur la photo. En fait, simplement incorporer un isolant ici pour avoir une continuité. Il y a une deuxième façon de se protéger de ces ponts thermiques-là, c'est tout simplement d'isoler par l'extérieur. Parce qu'en fait, on voit ici qu'on a une rupture d'isolant à l'intérieur, donc le flux passe par ici. Mais si on met notre isolant à l'extérieur, donc comme sur la photo, là, on ne va plus avoir cette discontinuité de l'isolant. Vous voyez, on divise par 15 les fuites de chaleur à peu près, là, au niveau du pont thermique. Voilà, bon après, pour les ponts thermiques, en fait, il y en a beaucoup d'autres, à peu près à toutes les arêtes que peut avoir un bâtiment. Et toutes ces règles-là, on va, en fait, en tout cas les coefficients, etc., de calcul, ils vont se trouver dans des règles qu'on appelle les règles THBAT, qui ont été éditées par la réglementation thermique. Et on voit qu'il y a des ponts thermiques plus ou moins importants. Voilà. Le but, c'est pas de connaître tout ça par cœur, bien entendu, mais c'est de savoir au moins que ça existe. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons vu 3 moyens pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et notamment de CO2. Le premier moyen, c'est le changement de moyen de chauffage, donc notamment en passant à une pompe à chaleur. La deuxième manière, ça va être d'isoler donc les parois, que ce soit la toiture, les murs, le plancher. Et enfin, la troisième manière, ça va être de changer de moyen de ventilation. On s'arrête ici pour cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec notamment des calculs pratiques sur la thermique du bâtiment.